Agathe Lambray, bonjour. Bonjour Christophe. Votre voix et votre visage sont familiers aux téléspectateurs de BFM, puisque vous travaillez au service politique de cette chaîne. Et vous avez écrit avec Louis Osalter, qui lui travaille à Marianne, L'étrange victoire, aux éditions de l'Observatoire. L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète, c'est le premier récit presque à chaud de la campagne présidentielle et de la victoire d'Emmanuel Macron. De la réélection ou de la reconduction peut-être, parce que est-ce qu'il y a eu une campagne ? Ah ben justement, le livre montre que quand on se penche un peu dans les coulisses de ce qui s'est passé, oui, il y a eu une campagne, mais c'est vrai que c'était une campagne extrêmement insaisissable de l'extérieur, parce que Emmanuel Macron n'a quasiment pas bougé au départ. Il a vraiment commencé à faire du terrain dans la dernière ligne droite, et c'est pour ça justement qu'on a voulu enquêter dans les coulisses de cette drôle de campagne, et on s'est rendu compte qu'il y a eu des débats, en tout cas au sein de la Macronie, et ce que raconte ce livre aussi, c'est tous les tiraillements, toutes les ambiguïtés du macronisme qui prétend transcender un peu les partis traditionnels, mais qui a du mal aussi à trouver sa ligne, et ça s'est traduit dans cette campagne. Est-ce à dire que ça a été une campagne d'improvisation sur la forme, les déplacements, les paroles, mais aussi sur le fond ? Alors, c'est une bonne question. Il se trouve que la guerre a clairement bouleversé les plans. Voilà. La déclaration de candidature prévue dans les Hautes-Pyrénées, vous le dites dès le début du livre, non, elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la guerre. C'est ça. L'équipe d'Emmanuel Macron avait imaginé un décor très français pour qu'il déclare sa candidature. Finalement, la guerre a pris tout le monde de court. Le remaniement qui était envisagé, nommer tel ministre à tel poste à la direction de campagne, par exemple, n'a pas eu lieu. Tout ça, on le raconte dans le détail dans le livre. Et donc, sur la forme, ça a été très différent. Sur le fond, il y a eu des débats en coulisses sur le programme, que c'est quand même essentiel dans une campagne, mais ce que l'on a constaté et ce que l'on raconte, c'est que le programme, il a été fait en tout petit comité par Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, et par Emmanuel Macron. Et en fait, c'est ce programme fait en cachette. On raconte notamment un dîner à l'Élysée où les invités croient pouvoir corriger le programme, et en fait, non. Exactement, ça donne des scènes assez cocasses où un ministre, notamment, prend le document qu'on lui a donné, il dit « Ah, ça, c'est pas terrible, il faudrait le changer ». Et en fait, les autres rient sous cap parce qu'il est extrêmement naïf. En réalité, Emmanuel Macron a juste convoqué ces personnes pour discuter de sa conférence de presse du lendemain devant les médias, conférence de présentation du programme. Mais son programme, il a été arrêté sans qu'il n'en parle à personne. Et donc, tous ces groupes de travail qui avaient été créés pendant la campagne pour donner le sentiment à des gens qu'ils avaient une occupation et qui servaient à quelque chose, en fait, ils n'ont pas servi à grand-chose. Alors, c'est Alexis Collère qui co-rédige le programme, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Vous nous apprenez qu'il joue du piano. Donc, c'est un être humain. Exactement, on l'a vérifié dans sa tanière, dans son bureau à l'Élysée. Alexis Collère, on le décrit comme le grand méchant loup, ce qui correspond bien, je trouve, en tout cas à la réputation qu'il a. Beaucoup nous ont dit du mal de lui, beaucoup ont critiqué son influence néfaste sur la campagne, notamment le clan des grognards, parce qu'on raconte une guerre de clans, le clan des technos incarné par Alexis Collère et le clan des grognards qui sont les politiques chevronnés comme François Bayrou ou Christophe Castaner. Richard Ferrand, exactement, le président de l'Assemblée nationale. En réalité, Alexis Collère, quand on l'a rencontré, c'était un homme très aimable et qui se présente comme un soldat, en fait. Et il dit, les critiques, eh bien, ça fait partie de... Il est en mission, Alexis Collère. Il est en mission au service du président, voilà. C'est un problème qu'il reste aussi longtemps, qu'il continue avec le deuxième quinquennat. Est-ce qu'il n'y a pas là un duo qui privatise trop le pouvoir ? Eh bien, c'est une question qui se pose, effectivement, sachant qu'Emmanuel Macron a promis un nouveau mandat avec un nouveau président. Il a dit qu'il allait renouveler sa méthode, notamment. C'est assez étonnant de promettre un mandat absolument différent tout en reprenant les mêmes hommes. Et surtout, Alexis Collère, en fait, qui incarne aussi quelque chose de très technocratique et d'enfermé, qui ne va pas vraiment dans la direction de ce mandat plus ouvert, plus participatif que prétend maintenant incarner Emmanuel Macron. Alors, il y a un autre personnage qui apparaît, mais lui, c'est un personnage générique, fictif, c'est Jean Kévin. Alors, qui sont les Jean Kévin ? Alors les Jean Kévin, ce sont les petits jeunes du QG de campagne qui n'ont jamais été élus, qui s'habillaient en costume avec une cravate quand Emmanuel Macron venait leur rendre visite, ce qui exaspérait Clément Leonarduzzi, le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, qui leur disait arrêtez de vous habiller en Goldman Sachs. Et en fait, ces Jean Kévin, qui n'ont pas vraiment de culture politique ni de culture du terrain, quand ils ont rencontré Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, pour la première fois au QG, ils lui ont demandé vous êtes qui, vous ? Et donc là, il ne connaissait pas le président de l'Assemblée nationale. Donc l'enracinement politique de La République En Marche, c'est du vent.
Eh ben, en tout cas, il connaissait pas le président de l'Assemblée nationale, ni le fondateur du Oui, parti. du Donc parti. mais en fait, ça montre le schisme entre tous ces groupes, en fait. Et Richard Ferrand, d'ailleurs, a été estomaqué. Ensuite, tout le monde s'est raconté la blague. Mais c'est vraiment un choc des cultures, un choc de plusieurs mondes. Et c'est difficile de faire la synthèse. Et c'est ce qu'on montre dans ce livre, en fait. C'est que ces tiraillements du macronisme vont avoir des conséquences encore sur ce second mandat. Alors vous évoquiez la guerre qui a évidemment chamboulé cette campagne. On voit Nicolas Sarkozy dans votre livre conseiller à Emmanuel Macron de retourner à Moscou et à Kiev après le début de la guerre. Quelle influence réelle Nicolas Sarkozy a-t-il sur son successeur ? Mais nous, ce que l'on a constaté, c'est que Emmanuel Macron, dans tous les moments difficiles, que ce soit les crises, on l'a vu après les Gilets jaunes, pendant le Covid, et dans cette campagne, quand il y avait un peu des trous d'air, ou quand Emmanuel Macron avait besoin d'avis pour analyser, par exemple, les résultats du premier tour, eh bien, il appelle Nicolas Sarkozy. Et le soir du premier tour, Emmanuel Macron envoie un SMS à Nicolas Sarkozy. On a un peu le sentiment que l'ancien président de droite est une sorte de vieux sage pour Emmanuel Macron, qui, dans son entourage, finalement, a peu de politique expérimenté. Il est quand même entouré de beaucoup de novices. Il le consulte, mais est-ce qu'il l'écoute vraiment ? Alors, Nicolas Sarkozy se plaint régulièrement du fait que Emmanuel Macron ne l'écoute pas. Donc, c'est tout le paradoxe. Emmanuel Macron le consulte, mais finalement, il applique rarement ses conseils. On raconte plusieurs anecdotes pendant ce mandat. Nicolas Sarkozy a, par exemple, conseillé à l'époque à Emmanuel Macron, quand il voulait faire cette réforme des retraites systémique, paramétrique, il lui a dit arrête avec tous ces mots, on comprend rien à cette réforme. Et il l'a tenté. Et finalement, Emmanuel Macron l'a tenté quand même. Donc non, en fait, Emmanuel Macron n'écoute pas toujours, mais Emmanuel Macron aime avoir plein d'avis différents, des avis contraires. D'ailleurs, il ne supporte pas les gens qui pensent la même chose. On raconte aussi dans le livre que ses conseillers, avant d'aller en réunion à l'Élysée, parfois se sondent entre eux et se disent « Qu'est-ce que tu vas dire sur ce point ?» Et s'ils constatent qu'ils ont la même analyse et la même idée, eh bien, ils font exprès, l'un des deux, d'en trouver une autre, uniquement pour que le président puisse choisir parmi des avis différents. Alors ces conseillers, les technos, les grognards, quand on regarde tous ces entourages que vous décrivez, on ne voit pratiquement que des hommes. Et ça n'a pas changé avec le quinquennat et ça s'aggrave même. Pourquoi ? Ben, on s'est interrogé, on a sondé les proches du président. Ils n'ont pas vraiment de réponse classique, mais c'est vrai qu'ils constatent qu'Emmanuel Macron est peut-être plus à l'aise avec des hommes. Alors lui, le président réfute totalement cette hypothèse. D'ailleurs, il souligne, et c'est vrai qu'il a nommé un gouvernement paritaire, qu'à l'Assemblée, il n'y a jamais eu autant de femmes, en tout cas dans la majorité, que sous sa présidence. Donc c'est vrai. Mais si son cercle rapproché, mais son cercle rapproché, oui, ce sont que des hommes, et donc certainement qu'il est plus à l'aise pour travailler avec des hommes. Après, le milieu politique est aussi très masculin. On ne peut pas dire que sous les autres mandats, il y avait non plus énormément de femmes autour de la table. Mais c'est vrai que les femmes autour de la table, quand il y en a, ce ne sont pas les plus influentes. Brigitte Macron, vous avez vu son influence dans cette campagne où ils ont réussi à la marginaliser ? Non, alors contrairement à l'équipe de 2017 qui voulait vraiment marginaliser, écarter Brigitte Macron, notamment Ismaël Emelien, qui est un homme de l'ombre, on en reparlera peut-être plus tard. La nouvelle équipe de l'Élysée aujourd'hui a de très bonnes relations avec la Première Dame et considère même que c'est une sorte de vigie, la vigie du bon sens. Et d'ailleurs, on raconte cette anecdote quand le QG de campagne veut organiser la soirée du premier tour à la Villette, donc c'est-à-dire à 2 pas de la colline du Crac de Paris. Brigitte dit « Mais vous êtes complètement cinglés, vous n'avez pas compris qu'on va pas organiser une soirée avec Emmanuel Macron ici parce qu'on va devoir nettoyer le quartier, alors que c'est ce que les riverains demandent depuis des mois, qu'on nettoie le quartier. Ils vont dire ah ben en fait c'était si facile de le faire, vous l'avez fait en 1 heure pour Emmanuel Macron. » Qui a pu avoir cette idée stupide d'organiser cette soirée à cet endroit-là ? La machine intellectuelle du macronisme, ça produit des idées comme ça ? Il y a parfois des bourdes stupéfiantes. Disons que c'est la chefferie de la campagne. Ce sont des gens dans les bureaux au QG de campagne qui ont eu cette idée-là. Vous allez assez loin d'ailleurs dans la réflexion sur qui est vraiment profondément Macron. Vous relayez une hypothèse dans l'entourage qui dit Emmanuel Macron, il est non sexuel. Oui. C'est une donnée psychologique importante quand même dans un milieu politique où le séducteur prédateur, le don Juan qui conquiert le pouvoir, c'est une vieille figure. Oui, exactement. En fait, Emmanuel Macron casse totalement ces codes-là. Et on en a parlé avec l'un de ses proches qui est sorti avec Emmanuel Macron, qui allait dans des cafés, qu'il connaît bien. Et il a constaté notamment que Emmanuel Macron, dans les bars, quand une jolie femme entrait, alors que tous les hommes étaient assez émoustillés, pouvaient s'empêcher de jeter un regard, lui, il restait de marbre. Voilà. Ce qu'il aime, ce qu'il désire, c'est le pouvoir ?
Est-ce qu'il aime Oui, il aime le pouvoir, il aime, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans l'histoire. Je pense qu'il a envie de laisser une trace dans l'histoire encore plus que le pouvoir. Emmanuel Macron, il se vit comme un personnage, de roman. Donc il veut laisser une trace, il veut qu'on se rappelle de lui et c'est pour ça aussi qu'il met toujours, tout en scène de façon, extrêmement, théâtrale. Son mandat est un roman et un de ses proches nous racontait aussi qu'il a pas de problème à fermer des pages, mais il en ouvre aussi ensuite, des prochaines. Donc on va voir, quelle sera la page de ce nouveau mandat. Pour l'instant, lui aussi assez insaisissable. Il y a une tragédie qui a marqué les derniers jours avant le premier tour, c'est la mort de Jérémy Cohen, jeune juif frappé puis écrasé par un tramway. Cette tragédie a effrayé la Macronie. Pourquoi? Eh bien, parce que ça leur a rappelé un autre fait divers en 2002, l'affaire Papivoise, qui était un retraité qui avait été agressé, roué de coups chez lui. Et les images de son visage tuméfié avaient fait la une de tous les journaux, des chaînes de télévision. Et cette année-là, eh ben, Lionel Jospin était éliminé du premier tour. Et là, ils ont eu peur que Zemmour, Le Pen profitent de cette tragédie. Syndrome de jospinisation, oui, exactement. Emmanuel Macron avait plutôt des bons résultats, mais en termes de sécurité, on sait que c'est enfin, en tout cas, il considère, Emmanuel Macron lui-même, que c'était l'un de ses points faibles. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont eu peur, effectivement, que Éric Zemmour s'en saisisse et que ça leur coûte des voix. Donc, il y a eu des réunions stratégiques, on raconte aussi à l'Élysée, où ils se sont interrogés sur la bonne stratégie et ils se sont dit qu'il fallait que le président réagisse, qu'il ne pouvait pas laisser ses lieutenants réagir pour lui. Et donc, ils ont fait savoir, notamment, que l'Élysée avait contacté la famille de Jérémy Cohen. Allez, une dernière anecdote, parce qu'elles sont éclairantes. Lors du débat d'entre-deux tours, on s'est tous demandé pourquoi Emmanuel Macron se tenait un peu tordu avec des drôles de positions. Et vous nous apportez la réponse. Et oui, cette réponse, il l'a livrée le lendemain sur le plateau de France 2. En fait, ce jour-là, on lui a présenté un micro-table, donc un micro posé sur la table. Et il a dit, ah ben c'est super ce micro-table parce que hier j'avais un micro-cravate et le petit boîtier était dans ma poche arrière. C'était très inconfortable et c'est pour ça que j'arrêtais pas de gigoter. Donc, Vrai ou faux, mais en tout cas, l'explication est là. Je vous laisse juger. Et jusqu'au bout, il dira, je vais faire 27, elle va faire 24. Il avait vu le résultat, malgré les sondages, malgré les craintes de l'entourage. C'est incroyable, cette sérénité et puis surtout, quand même, cette anticipation. Parce que peu de gens étaient capables de prédire ce résultat, hein. Beaucoup lui disaient, tu feras 24, pas plus, vous serez à égalité. Et Emmanuel Macron, alors que son entourage était extrêmement fébrile, on le raconte aussi dans le chapitre qui s'appelle Frisson, quand son entourage paniquait, lui, ça l'exaspérait. Il ne supportait pas que son entourage panique. Et lui, il traçait sa route, il restait finalement assez serein jusqu'à dire je ferai 27 quand personne n'y croyait. Louis Osalter et Agathe Lambray, l'étrange victoire, c'est donc l'histoire secrète de la réélection d'Emmanuel Macron. Agathe Lambray, merci, bonne journée. Merci beaucoup, Christophe.